Les codes barres et les procédés hautement automatisés désormais omniprésents, il s'avère aujourd'hui fondamental de prévoir une étape de contrôle de qualité du code barre durant la fabrication, afin d'optimiser les atouts de la capture automatique des données et d'assurer la bonne lecture des codes barres tout au long de la chaîne logistique. Plus de 5 milliards de codes barres GS1 sont lus chaque jour dans le monde entier. Ceci permet aux commerçants, fabricants et aux autres acteurs de la chaîne logistique d'exploiter plusieurs applications critiques dont les prévisions de demande, le réapprovisionnement automatisé, la logistique et la traçabilité, les rappels de marchandises, la gestion automatisée des entrepôts et l'alignement des données maîtresses. La capture automatisée des données est désormais un élément critique de la réussite de toute entreprise, tandis que toute défaillance en matière de balayage peut avoir des résultats désastreux. Imaginez les conséquences d'une mauvaise lecture d'un code barre GS1. Le flux des informations sera interrompu et une intervention manuelle sera alors nécessaire, avec comme résultat des coûts importants, des erreurs commises et des retards créés. Voici ce que vos membres adhérents perdent si les codes barres GS1 ne sont pas lus correctement. L'exactitude des données est comprise à travers la chaîne logistique et implique des pertes de temps et d'argent. Et tout ce que l'on gagne est un client très mécontent, accompagné du sentiment général que les codes barres ne marchent pas vraiment. Les processus mis en place pour contrôler la qualité des codes barres, y compris la vérification, veillent à la bonne conception et impression des codes barres GS1 de sorte à assurer une lecture correcte par n'importe quel lecteur, n'importe où. La vérification GS1 signifie la conformité aux normes et directives industrielles en matière de qualité, l'optimisation et l'efficacité des procédés de fabrication, le contrôle de qualité qui permet aux entreprises de vérifier le rendement de leur imprimante ou matériel de marquage des codes, la réduction des retours de marchandises causés par un mauvais étiquetage et une meilleure satisfaction client. Pour commencer, qu'entendons par vérificateur? Un vérificateur est bien plus qu'un simple scanner, et largement plus intelligent. Non seulement il est capable de lire les codes barres, il peut également analyser leurs nombreux facteurs dimensionnels et leurs propriétés réfléchissantes, tout en signalant le non-respect des normes ISO qui définissent les différents critères. Nous reviendrons plus tard sur ces détails. Le marché regorge de vérificateurs qui revendiquent pouvoir contrôler l'exactitude ou la qualité des codes barres. Un grand nombre d'entre eux ne sont pas des véritables vérificateurs GS1. Les normes GS1 exigent une analyse du profil réfléchissant, représenté par la qualité de lumière réfléchie par les codes barres. Elle est définie par le nom ISO 15416. Les lecteurs ordinaires ne sont pas tous les mêmes. Il est ainsi possible qu'un code barre non conforme puisse être lu par le lecteur A, mais pas par le lecteur B. La bonne lecture d'un code barre peut avoir lieu dans votre établissement, mais ne pas avoir lieu chez le détaillant ou l'acheteur. Ceci est dû à l'existence de plusieurs centaines de modèles de lecteurs, donnant des résultats différents, voire contradictoires. La vérification repose sur la mesure constante et la répétabilité des paramètres du code barre, conformément aux exigences ISO et GS1. Ces mesures sont ensuite analysées contre la performance de lecture attendue dans diverses conditions, suivies d'un rapport de vérification basé sur cette analyse. Beaucoup d'appareils dits vérification ne sont pas en mesure de vérifier dans le respect des normes ISO et GS1. À titre d'exemple, celui-ci vérifiera l'impact créé par la dispersion de l'encre, mais ne vérifiera pas les paramètres ISO relatifs aux réflectances. La norme ISO définit le dimensionnement du scanner, requis pour chaque profil de code barre. Rappelons qu'il s'agit ici de scanners rattachés au vérificateur et non pas de scanners ordinaires. Par dimensionnement, nous voulons dire la taille d'ouverture de l'élément optique du scanner. L'ouverture correspond à l'élément optique embarqué dans le scanner, qui délivre la lumière et capture ce qui est réfléchi. Certains modèles de vérificateurs sont dotés de scanners distincts ou dispositifs d'entrée modifiables par l'opérateur selon les besoins. D'autres sont munis de dispositifs de lecteur qui sélectionnent automatiquement la taille d'ouverture correspondant au code barre. Les tailles d'ouverture sont exprimées en mils. Ceci est une mesure impériale et non pas métrique. 1 mille correspond à 1 millième de pouce. Les trois tailles d'ouverture utilisées pour vérifier les codes barres linéaires GS1 sont 6 mils, 10 mils et 20 mils.
Attention à ne pas confondre les mises avec les millimètres. L'idéal est une ouverture de scanner vérificateur dont la largeur correspond à 80% de la largeur de la barre la plus étroite du code. Nous utilisons une ouverture de 6000 pour vérifier les codes barres EAN, UPC et GS1 databar. Nous utilisons une ouverture de 10 000 pour tous les codes GS1 1, 2, 8, toutes tailles confondues, ainsi que pour les codes ITF14 imprimés en dessus de 62,5%. Pour les codes ITF14 imprimés à ou au-dessus de 62,5%, nous utilisons une ouverture de 20 000. La norme ISO définit plusieurs niveaux de notation attribués aux différents critères du code barre. Il existe 4 notes de réussite et une note d'échec. Les formes attribuées peuvent également être exprimées sous forme de chiffres. Cette notation est préférable car elle est plus précise en présence de fractions décimales. Nous sommes donc en mesure de noter le résultat réel ou attendu de notre essai, ainsi que la taille d'ouverture utilisée. À titre d'exemple, pour exprimer la note C, nous écrirons 1.5, car C correspond à 2, et puisque nous avons des fractions décimales, 2 correspond en réalité à 1.5. Supposons maintenant que l'essai soit réalisé sur un scanner de 6000. La norme ISO définit en dernier la longueur d'onde de la source optique du scanner, laquelle doit toujours se trouver entre 660 et 680 nanomètres. Ceci est la façon la plus complète et correcte pour désigner une catégorie C avec un scanner de 6000. Cette méthode nous permet d'exprimer les critères de réussite définis par GS1 pour chacune de nos symbologies linéaires. Nous utilisons une ouverture de 6000 pour contrôler les codes barres EAN, UPC et GS1 databar pour lesquels la catégorie C est exigée. Nous utilisons une ouverture de 10 000 pour les codes barres GS1, 128 et ITF14 imprimés en dessous de 62,5% pour lesquels nous exigeons également une catégorie C. Quant au code barre ITF14 imprimé à ou au-dessus de 62,5%, nous utilisons une ouverture de 20 000. Cette fois-ci, cependant, la catégorie D est suffisante. Mais attention, le vérificateur vous signale si le code barre est bien fait, ce qui ne signifie pas qu'il est correct. Il faut réaliser d'autres observations avant de pouvoir confirmer la conformité du code barre avec les normes GS1. Vous devez vérifier ce qui suit. Le numéro est-il celui qui a été attribué au produit? Le numéro est-il celui qui est encodé sur le code barre? La symbologie correspond-elle à l'application? Voici un symbole ITF14. Il ne convient pas à un point de vente, mais peut être utilisé dans le secteur de la distribution. La taille du symbole est-elle correcte? N'oubliez pas que les dimensions exigées par la norme EAN13, par exemple, varient selon que le code barre est destiné à la vente au détail uniquement ou à une combinaison de vente au détail et de distribution. Les marges de lumière sont-elles suffisantes? L'hauteur est-elle suffisante? L'emplacement convient-il à la lecture? L'emplacement sur l'emballage risque-t-il de nuire à la lecture? Il est toujours préférable de tester des échantillons originaux, prêts à la mise en vente ou le plus proche possible de la vente. On voit donc que la vérification GS1 est composée de 3 parties. Un contrôle pour vérifier le GTIN est correct est présent dans le code barre. La note ISO accordée doit être satisfaisante, voire supérieure. Tous les critères GS1 doivent être satisfaits. Voilà pour la théorie. Maintenant, voyons comment fonctionne le vérificateur. Avant d'utiliser le vérificateur, il faut d'abord l'étalonner avec une carte d'étalonnage appropriée. Les cartes sont disponibles auprès des fournisseurs de vérificateurs. Elles doivent être conservées parfaitement propres et à plat et protégées contre l'humidité, la chaleur et la lumière. Dans la mesure du possible, un échantillon de code barre sera testé avec le produit dans sa forme finale prête à la vente. Le code barre sur un emballage vide peut sembler convenir. Mais une fois le paquet rempli, le code barre risque d'être très différent. Si vous devez tester un emballage vide destiné à recevoir un produit éventuellement visible à travers l'emballage, essayez de placer une couleur similaire à celle du produit dans l'emballage vide. L'échantillon sera posé le plus à plat possible. Certains échantillons ne peuvent pas être couchés à plat. Dans ce cas, vous devez faire tout le nécessaire pour pouvoir réaliser l'essai, ce qui peut signifier le balayage du code barre tel qu'il se présente, avec un autre scanner, ou en le tenant d'une façon particulière.
Dans les cas extrêmes, il vous faudra peut-être découper le code barre avant de le tester. Mais ceci est en dernier recours, car le code barre ne ressemblera plus au code barre d'un produit commercialisé. Selon la norme ISO, le contrôle d'un code barre consiste à réaliser 10 lectures sur toute l'auteur du code barre, sans toutefois inclure les 10% supérieurs et inférieurs du symbole. Réalisez maintenant vos 10 lectures. À chaque lecture, le vérificateur va créer un graphique ou un profil de la lumière réfléchie par le code barre. C'est ce qu'on appelle le profil de réflectance. Sur le graphique, les points hauts correspondent aux espaces libres très réfléchissantes. Les points bas correspondent aux barres moins réfléchissantes. Le vérificateur analyse le profil en mettant en valeur le point le plus éclairé et le point le plus sombre. C'est ce qu'on appelle la valeur Rmax, le point de réflectance maximale, et Rmin, le point de réflectance minimale. Il dessine une ligne à mi-chemin entre ces deux points. Cette ligne constitue le seuil global à partir duquel les calculs linéaires sont réalisés. Les zones de silence sont analysées en largeur. Le contraste est mesuré sur chaque bordure de barre, suivi d'une comparaison globale entre les valeurs Rmax et Rmin. Le bord présentant le moins de contraste est identifié. Ici, le quatrième bord en partant de la gauche. Le vérificateur mesure les différents attributs ou paramètres du code barre en analysant le profil. Contraste et symbole. Simple comparaison entre les points les plus clairs et les plus sombres. Réflectance minimale RM vérifie que les barres sont suffisamment sombres par rapport aux espaces. La réflectance des barres doit être égale ou inférieure à la moyenne de réflectance du fond. Contraste de bord minimal. Le contraste entre chaque bord sombre et le bord éclairé qui le touche. Si le contraste est trop faible, le lecteur ne pourra pas percevoir le bord en question. Modulation. Le contraste le long de chaque bord est exprimé sous la forme de rapport entre le contraste du symbole et l'espace le plus difficilement identifiable par le vérificateur. Songez ici à la modulation d'un morceau musical, la cadence d'enchaînement entre les notes hautes et basses. Si l'enchaînement se fait trop rapidement, alors la musique est discordante et manque d'harmonie. Il est de même pour les codes barres, pour lesquels il est important que les écarts de réflectance surviennent de façon régulière, car tout espace soudain difficile à percevoir risque de nuire à la régularité de l'ensemble et se traduire en une mauvaise note réfléchissante. Défaut. Les points sombres survenant dans les espaces libres ou vice-versa. Trop grands, ils forment un pic ou un creux sur le profil, traversant le seuil global et apparaissent comme une barre ou un espace qui ne devrait pas être là. Décodage. Le vérificateur s'interroge pour savoir si tous les lecteurs disponibles dans le monde vont pouvoir lire ce code barre. Ce critère n'est pas noté. La réponse est soit oui, A, soit non, F. L'analyse du décodage tient compte de l'encodage des caractères, des chiffres de contrôle et des marges lumineuses. GS1 128 possède deux chiffres de contrôle, l'un que vous pouvez voir dans le numéro et l'autre qui est le chiffre de contrôle du symbole et qui est embarqué dans le code barre et invisible à l'œil nu. Décodabilité. La facilité avec laquelle un lecteur va pouvoir décoder un code barre. Elle est calculée en comparant les caractères d'un code barre et l'exemple parfait d'un même caractère pour lequel toutes les largeurs correspondent exactement entre elles. Voici un exemple de défaut causé par une étroite ligne blanche au milieu d'une barre imprimée. Vous pouvez voir que si ce pic était suffisamment haut, il toucherait le seuil global, correspondant à la ligne bleue, et donnerait l'impression d'un espace mince au centre de la barre. À chaque lecteur, le vérificateur signale les notes accordées à chaque paramètre et rapporte la note la plus basse qu'il découvre. On appelle ce résultat la note de lecture, la note attribuée durant une seule lecture. Le vérificateur calcule la moyenne des résultats des 10 lectures individuelles. Une note est attribuée à chaque lecteur et la moyenne calculée. On appelle cette moyenne la note symbole. Ceci est très important, il ne faut pas l'oublier. Chaque lecture individuelle produit une note de lecture. Le succès ou l'échec d'un contrôle ne dépend pas uniquement de ces notes. Certaines notes attribuées à une seule lecture peuvent même représenter un échec. Le succès ou l'échec d'un code barre dépend de la note ISO accordée à la moyenne des notes de lecture, la note accordée au symbole. Selon la barème ISO, la note attribuée à notre code barre est de 2,8. Nous savons déjà qu'il s'agit d'un code EAN13 et nous l'avons donc vérifié avec un scanner de 6000 ou, s'il s'agit d'un vérificateur automatique, avec une ouverture de 6000. La source lumineuse de la plupart des vérificateurs étant de 660 nanomètres, ceci sera également indiqué dans le résultat. La note attribuée au symbole est donc de 2,8 06660.
Nous savons que 3 correspond à B et que la notation B couvre les numéros 2,5 à 3,4. Notre code barre a donc obtenu la note B, du fait qu'il se situe entre 2,5 et 3,4. Lors du contrôle avec un lecteur de Siemens, sur un vérificateur avec une source lumineuse de 660 nanomètres. Mais qu'en serait-il si notre code barre avait échoué? Nous allons maintenant étudier les réponses possibles. L'échec de notre code barre est dû au contraste du symbole? Plus simplement, la différence entre les zones claires et les zones sombres est-elle suffisante pour pouvoir être lue par le lecteur? Le contrôle de la réflectance minimale, RM, vérifie si les barres sont suffisamment sombres par rapport aux espaces. La réflectance des barres doit être égale ou inférieure à la moitié de la réflectance du fond. Elle est synonyme de contraste tout en étant exprimée différemment. Un défaut de contraste ou de la valeur RM1 est simplement corrigé en augmentant l'écart entre les zones claires et les zones sombres. Un défaut de contraste peut parfois survenir sur une étiquette brillante. Essayez de la rendre moins brillante. Ensuite, le vérificateur évalue le contraste minimal de bordure en examinant le contraste entre chaque bord sombre et le bord clair adjacent. Si le contraste est trop faible, le lecteur ne pourra pas percevoir le bord en question. Le bord présentant le contraste le plus faible est identifié. Le contraste de ce bord sera rapporté dans les paramètres formant le barème de notation de la lecture. Un contraste satisfaisant et des bords clairs et propres aboutiront à un bon résultat. Dans le cas contraire, il faut améliorer le contraste et la qualité d'impression. Un gain de barre excessif ainsi qu'un support translucide et réfléchissant donne également un mauvais contraste au niveau de bord. La modulation est évaluée. Souvenez-vous de l'analogie avec la musique et la cadence d'enchaînement des notes. Mais il s'agit ici de la régularité entre les pics réfléchissants. Les lecteurs ont toujours tendance à percevoir les barres et les espaces plus étroites qu'ils ne sont réellement. Dans tout lecteur, la note de modulation la plus basse sera attribuée à l'espace le plus étroit et le plus difficile à voir. Une mauvaise modulation peut être due à des barres trop larges par rapport aux espaces, auquel cas on pourra augmenter le paramètre de réduction de la largeur. Une mauvaise modulation est généralement liée à un mauvais contraste de bord. Là encore, un bon contraste et des bords clairs et propres devraient mener à un bon résultat. Si ce n'est pas le cas, alors il faut améliorer le contraste et la qualité d'impression. Les défauts sont des points sombres dans les zones claires ou vice-versa. Trop grands, ils forment un pic ou un creux sur le profil, traversent le seuil global et apparaissent comme une barre ou un espace qui ne devrait pas être là. Apercevez-vous le petit pic qui dépasse la ligne de base au milieu? Elle représente un défaut, une pointe lumineuse à l'endroit où devrait se situer une barre sombre. Vous pouvez voir que si ce pic était suffisamment haut, il atteindrait le seuil global et serait perçu par le vérificateur comme un espace, bien qu'il n'y ait pas d'espace à cet endroit-là, où il ne devrait pas y en avoir. Pour éviter les défauts, l'encre doit être sombre et appliquée régulièrement sur les barres et le fond doit être parfaitement propre et d'un blanc régulier ou haute couleur plus claire que les barres. Attention, certains matériaux peuvent sembler nets à l'œil nu, tout en présentant cependant des disparités de texture qui risquent de créer un effet marbré lors de la lecture. Afin d'évaluer le paramètre de décodage, le vérificateur s'interroge pour savoir si tous les lecteurs disponibles dans le monde entier vont pouvoir lire le code barre. Ce critère n'est pas noté. La réponse est soit oui, auquel la note A est attribuée, soit non, auquel la note F est attribuée. L'analyse du décodage tient compte de l'encodage des caractères, des chiffres de contrôle et des marges lumineuses. Un F signifie que votre code barre est mauvais. Il faut analyser le compte-rendu pour découvrir le ou les paramètres défectueux et aviser l'entreprise sur la meilleure manière de remédier aux problèmes éventuels. La décodabilité semble similaire mais diffère totalement. Cette fois-ci, le vérificateur s'interroge pour savoir dans quelle mesure le code barre est décodable. Il examine tous les caractères du code barre et décide dans quelle mesure ils sont conformes aux spécifications relatives à la largeur des barres par rapport aux espaces. Par exemple, un 4 dans un code barre EAN13 est représenté par une barre sombre et un espace de même largeur, suivi d'une barre sombre 3 fois plus large et d'un espace 2 fois plus large. Le vérificateur compare chacun de ces 4 qui apparaissent dans le code barre. Nous voyons ici qu'il y a une erreur de largeur de symbole et que le décodage du code barre sera donc plus difficile. La note de décodabilité sera faible. Les défauts de décodabilité sont dus aux irrégularités de largeur des barres et doivent obligatoirement être corrigés.
Dès lors que toutes les informations concernant le symbole vérifié ont été recueillies de la base de données locale, du vérificateur et de contrôle visuel éventuel, le rapport de vérification du code barre JS1 est maintenant complet. Ce modèle de vérification des codes barres JS1 est le fruit d'un partenariat avec les détaillants, les fabricants, les prestataires logistiques et les équipementaires, dans le but d'assurer un compte-rendu commun à l'échelle mondiale. Ceci contribue à une vérification cohérente indépendamment du lieu ou de la personne chargée de vérifier les symboles, ce qui permet de réaliser des économies d'argent, de réduire le contrôle inutile des symboles identiques et de réduire les coûts d'achat du matériel de conformité. GS1 a créé ce modèle de vérification sur la base des critères de la norme ISO 15416 relative aux essais de qualité d'impression des codes barres à symboles linéaires. Ceci permet non seulement d'évaluer la qualité d'impression des symboles de code barre, mais aussi de vérifier les autres critères exigés par les normes et les algorithmes de localisation JS1. Toutes les informations ISO requises sont identiques dans le rapport exclusif. La localisation précise de chaque donnée dépend du format de chaque rapport de vérification. Il vous suffit de transférer les données pertinentes du rapport de vérification original vers le rapport de vérification GS1. Insérez les résultats de votre inspection GS1. Dans l'espace dédié aux commentaires sur le modèle global, saisissez vos commentaires de manière concise et simple en vue d'aviser le adhérent sur la manière de corriger les défauts découverts durant la vérification. Votre organisation produit sans doute de nombreux documents de référence pour ses membres adhérents. Veuillez réviser tous vos documents afin de vous assurer qu'ils sont exacts, actualisés et suffisamment simples pour être utiles. N'oubliez pas que Global Office publie également une large gamme de documents très utiles et que nous sommes à votre disposition pour assurer la conformité de nos spécifications et promouvoir la précision de votre numérotation et la qualité de vos codes barres dans le monde entier.